Alors Keynes est un économiste éminemment connu, immense économiste, mais qui est immensément trahi comme tous les immenses économistes. L'idée dans le cours sur Keynes, ce sera de revenir à ce que disait Keynes lui-même, d'essayer d'organiser la pensée de Keynes par rapport à celle de ses épigones. Je pense notamment à ses traducteurs, à ses héritiers américains. Il y a 70 ans a apparu un livre qui s'appelait Economic Policy and Full Employment, qui était un livre écrit par Alvin Hansen, un économiste de très bonne réputation, qui était le conseiller économique de Truman. Et c'est lui qui, d'une certaine façon, au travers de ce livre, puis ensuite au travers de ce qu'on appelle le modèle ISLM, a organisé, mis en forme le keynésianisme tel qu'on l'enseigne, notamment dans les facultés en France. Et mon idée, c'est de revenir à la pensée réelle de Keynes, avec cette idée que chez tout économiste, comme chez tout savant, il y a trois niveaux de pensée. Il y a ses sentiments personnels. Keynes détestait Pigou, qui était un de ses collègues, qui lui avait donné une mauvaise note au concours d'entrée au Trésor britannique. Et donc, il n'a eu de cesse de démontrer que cet individu n'avait pas le niveau et avait été extrêmement injuste à son égard en lui mettant cette mauvaise note. Ensuite, il y a l'analyse des circonstances et j'essaierai de montrer comment les circonstances, notamment la grande crise de 1929, ont structuré une partie de la pensée de Keynes. Et puis, je reviendrai sur ce qui me paraît être l'essentiel de la pensée de Keynes, c'est-à-dire la capacité des États à réagir au cycle économique et la capacité des États à mener une politique économique qui permet de lisser les crises, non pas de générer la croissance économique, car la croissance économique, elle appartient aux entrepreneurs. La croissance économique, elle est portée par le progrès technique, par l'efficacité du capitalisme, mais la croissance économique a des périodes heurtées, a des cycles. La croissance économique peut ralentir, peut s'accélérer. La croissance économique connaît du chômage et de l'inflation. Et j'essaierai de montrer comment l'héritage keynésien doit être adapté à la réalité contemporaine dans cette idée que le rôle de la politique économique est de lisser le cycle. Je pense qu'on peut agir sur les cycles économiques. D'ailleurs, je suis un partisan de l'application des traités européens tels qu'ils ont été décidés, votés, négociés, qui prévoient justement d'accepter un certain seuil de déficit budgétaire, un certain niveau d'endettement pour répondre aux problèmes du cycle. Mais je pense que des bilans que l'on doit faire de ces politiques, c'est quand même que nous rentrons dans le 21e siècle avec un stock de dette publique très élevé. Et un des enjeux aussi de ma réflexion, ce sera de savoir comment est-ce qu'on peut se défaire de cette dette publique. C'est-à-dire que des paramètres du keynésianisme, c'est aussi comment corriger les erreurs du keynésianisme et quelles seront les difficultés auxquelles les sociétés vont être confrontées pour corriger ces erreurs et pour corriger l'héritage négatif qu'on peut en retirer. Alors, le néo-keynésianisme, c'est justement de considérer qu'il n'y a pas dans la politique économique la capacité à susciter la croissance de façon générale, garantie et absolue. C'est-à-dire, si j'en reviens à ce que disait Hansen dans son livre, il y avait cette idée que le taux de croissance était fonction purement et simplement de la politique économique et de la volonté de l'État. Et d'une certaine façon, il n'y avait aucune forme de chômage volontaire. Le chômage était véritablement issu d'un mécanisme dans lequel l'État n'avait pas eu le courage d'aller jusqu'au bout de sa politique économique. Le néo-keynésianisme, c'est de considérer que cette vision un peu hydraulique, comme certains l'ont appelé, du keynésianisme, dans lequel il y avait une sorte de certitude de l'efficacité, une certitude dans les résultats de la politique économique, cette certitude est un peu derrière nous, qu'il y a quand même des choses un peu plus complexes, un peu plus astucieuses à mettre en avant. Et donc, en particulier, il y a une interrogation sur l'arbitrage entre le chômage et l'inflation. Dans la version première du keynésianisme, on avait des périodes d'inflation et puis on avait des périodes de chômage, et il y avait une sorte de choix entre les deux qui s'exprimait au travers de ce qu'on appelle l'arbitrage de Phillips. Or, on a découvert que les deux pouvaient se combiner, on a découvert aussi que l'inflation pouvait se dérober ou apparaître de façon indépendante de la volonté de l'État. Donc le néo-keynésianisme, c'est encore une fois l'idée que l'État a une mission au travers de la politique économique, une mission qui consiste à gagner du temps, à essayer de faire en sorte que les crises soient les moins violentes possibles, que le chômage n'atteigne pas les niveaux qu'il a pu atteindre dans les années 30, mais avec des ambitions qui sont des ambitions moins grandes. Et puis on voit apparaître maintenant dans la foulée des économistes qu'on appelle la nouvelle macroéconomie classique, qui contestent même jusqu'à la pertinence de cette ambition, qui consiste à dire que
Finalement, derrière tout ça, il y a une illusion fondamentale qui est de croire que l'État détienne la clé de l'économie, alors que ce sont des individus qui, à la base, détiennent la clé de l'économie.